Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Est-ce que le vaccin va vraiment changer quelque chose? We have identified a new variant of Je me demande coronavirus. quand je pourrais retrouver le plaisir de boire un verre en Ça terrasse. fait tellement longtemps que j'ai pas dansé et chanté avec mes amis ou des inconnus. J'en peux plus de cette pandémie. Je sais pas vous, Kendris et Elsa, mais moi je vais pas supporter d'en vivre une autre. Je te comprends, mais regarde, il y a déjà des variants qui émergent un peu partout et en plus, on le sait, c'est pas la dernière. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible de s'y préparer cette fois? Qu'est-ce qu'on doit changer pour éviter ça? Bienvenue dans Dès demain, le podcast de l'École normale supérieure qui questionne la jeunesse sur la crise sanitaire que nous traversons et sur le monde que nous voulons pour demain. Les scientifiques s'accordent à dire que la fréquence et la gravité des pandémies pourraient s'accélérer dans les années à venir. Alors, comment s'y préparer? C'est le thème de ce premier épisode et pour répondre à nos questions, nous avons invité Frédéric Keck. Bonjour Frédéric Keck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode du podcast de l'École normale supérieure. Frédéric Keck, vous êtes philosophe, anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié de nombreux livres, dont Les Sentinelles des pandémies, Chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, aux éditions Zone Libre. Frédéric Keck, est-ce que l'épidémie du Covid-19 s'inscrit dans la répétition d'un scénario qu'on connaissait déjà? En d'autres termes, est-ce que cette épidémie était prévisible? Alors, ça fait une quarantaine d'années que les scientifiques alertent sur les risques des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire les nouvelles maladies qui se transmettent par les animaux, notamment avec Ebola qui est apparu en 1976 en Afrique par les primates et qui vient des chauves-souris. Et puis ensuite le sida qui venait aussi des primates et les virus de grippe qui venaient des oiseaux du sud de la Chine. Et le coronavirus des chauves-souris est apparu en 2003 avec la crise du SRAS, mais il s'inscrivait déjà dans une série d'alertes. Et pour chacune de ces émergences, on craignait un virus pandémique puisque les humains ne sont pas immunisés contre ces virus qui viennent des animaux. Mais le scénario pandémie s'est véritablement réalisé avec ce coronavirus venu du centre de la Chine en 2019. Ça veut dire que vous n'avez pas été surpris, Frédéric Keck? On est surpris par le comportement du virus à chaque fois, puisqu'on ne pensait pas qu'un virus peu létal comme celui-ci soit aussi contagieux et qu'il faille ériger des mesures sanitaires aussi fortes comme le confinement pour un virus qui au début apparaissait peu dangereux. Mais par contre, qu'un virus arrive de Chine et se transmette rapidement au reste du monde, c'est un scénario qui avait été prévu. Écoutant les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait que cette foule en joie ignorait que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Extrait de La peste d'Albert Camus, publié en 1947. Le 28 décembre 2020, M. Ryan, responsable du programme d'intervention d'urgence de l'OMS, déclarait la nécessité de se préparer dès maintenant à des pandémies potentiellement plus graves que celle du Covid-19. Frédéric Keck, est-ce que l'hypervigilance va devenir la norme? Alors effectivement, quand on a vu ces nouveaux virus émerger des réservoirs animaux, on a mis en place des stratégies de préparation qui consistent à bloquer ces virus au niveau du réservoir animal. Et ces mesures consistent à maximiser le risque lorsqu'un nouveau virus apparaît, en tenant compte de ses caractéristiques justement de létalité et de contagiosité. Et on peut effectivement s'attendre à ce que de nouveaux virus apparaissent dans les années à venir, que ce soit par les chauves-souris, les oiseaux ou les moustiques. Et donc les stratégies de préparation qui ont été construites contre ce virus, qui ont été appliquées pour gérer cette pandémie, seront sans doute révisées pour les futurs virus qui apparaîtront. C'est une sorte de vigilance généralisée parce que ça consiste à suivre
suivre les signaux d'alerte de ces virus émergents dès leur apparition. Et effectivement, on voit que quand les signaux d'alerte ne sont pas perçus assez tôt, les mesures sanitaires sont très coûteuses pour enrayer une pandémie qui s'est diffusée à l'espèce humaine. Alors, quels peuvent être les signaux d'alerte, Frédéric Keck? C'est quoi les signaux d'alerte? Alors les signaux d'alerte, c'est ce qu'on suit dans les réservoirs animaux en faisant des prélèvements régulièrement chez les moustiques, chez les oiseaux, chez les chauves-souris. On savait que dans le sud de la Chine se diffusaient des coronavirus. Des laboratoires avaient été construits en Chine, à Hong Kong, en Asie du Sud-Est pour les étudier. Et là, effectivement, le signal d'alerte n'a pas été lancé assez tôt, puisque le virus s'est répandu dans la ville de Wuhan très rapidement et ensuite au reste du monde. Mais les réseaux d'experts qui suivent ces virus animaux se sont renforcés et on peut espérer que la prochaine crise soit détectée plus tôt. Est-ce que vous avez le sentiment, du coup, que cette crise vous permettra, en tant que chercheur, d'être mieux entendu et plus écouté? Alors, les chercheurs en maladies infectieuses émergentes, effectivement, ont vu leurs moyens augmenter par cette pandémie. Ils vont pouvoir aller davantage sur le terrain, ils auront des meilleures ressources dans les laboratoires. Nous, en tant qu'anthropologues, on peut effectivement apporter notre connaissance des réactions des populations, savoir par exemple si la consommation de viande de chauve-souris ou de volaille est un facteur de transmission du virus. Et sur ce point, effectivement, les mesures de contrôle vont se renforcer dans les années à venir. Donc pour la recherche, c'est intéressant. Pour la réflexion philosophique, politique et morale, ça pose aussi des questions de savoir dans quelle mesure les transformations écologiques que révèlent ces maladies vont pouvoir être gérées dans les années à venir. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule. La seule loi ici, c'est la loi du marché. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Frédéric Keck, vous venez d'entendre la bande-annonce de la série L'Effondrement, réalisée par les Parasites sur Canal+. Est-ce que vous êtes familier avec la série? Non, je ne connais pas cette série, j'en ai entendu parler et le thème m'est un peu familier. Donc c'est une série qui envisage l'effondrement de nos sociétés. Est-ce que cette crise, par sa dimension sanitaire et globale, vous pensez nous rapproche d'un effondrement? Alors, dans ce courant des maladies infectieuses émergentes, il y a eu longtemps l'idée qu'on pouvait rétablir l'équilibre après l'émergence de nouveaux virus, que en fait le virus signalait juste une rupture d'équilibre dans la coévolution entre les humains et les microbes. Et puis depuis une quarantaine d'années, on voit que les transformations écologiques que signalent ces nouveaux virus sont tellement immenses et irréversibles. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, donc l'impact de l'homme sur la planète, avec notamment l'élevage industriel des animaux, qu'on peut se demander si ce projet de maîtrise des maladies infectieuses, notamment par la vaccination, pourra continuer. Est-ce qu'on va rester dans cette stratégie de rendre coup pour coup à la nature? Elle invente un nouveau virus et on invente un nouveau vaccin. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est durable? Et effectivement, ce rêve de maîtrise des maladies par les stratégies sanitaires est peut-être mis en question. Et ce qu'on voit, c'est plutôt que, selon certains écologistes, la nature se venge et nous n'avons pas les moyens de répondre à cette vengeance. Cela met en question notre projet de maîtrise de la nature. Et vous êtes... est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce qu'on vous, en tant qu'anthropologue, est-ce que vous êtes amené à dire ce que vous êtes en train de nous dire et ce constat que vous faites sur notre volonté de maîtrise de la nature? Moi, j'ai été très sollicité au début de cette crise parce que je connaissais le scénario d'émergence des virus par la Chine. Et donc, la question de savoir si la Chine était mieux placée que les pays européens pour se préparer aux pandémies, pour contrôler la diffusion de ces nouveaux virus m'a été beaucoup posée.
Et maintenant, ça c'est ma compétence en tant qu'anthropologue de la Chine, mais si on réfléchit par rapport à l'espèce humaine et à ce que ce virus révèle, effectivement, il faut se relier avec ce que montre l'histoire environnementale, la philosophie de l'environnement, pour réfléchir à ce que cette pandémie signale dans la transformation de nos rapports avec la nature. Et sur ce point, effectivement, les anthropologues ont beaucoup à dire parce qu'ils apportent les enseignements de sociétés qui ont été confrontées à des effondrements par des épidémies, notamment les sociétés amérindiennes, hein, qui ont été éradiquées par la variole, notamment, qui a été apportée par les Européens. Donc sur ce point, effectivement, les anthropologues ont un peu d'avance parce qu'ils connaissent les enseignements des sociétés qui ont été confrontées à ces effondrements. Frédéric Keck, quand j'en pense au Covid et à vos propos sur notre rapport aux animaux notamment, je me dis que j'ai encore des choses à faire concernant mon alimentation. J'ai 23 ans, je suis végétarien depuis 3 ans, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande, je consomme des produits laitiers, je ne suis pas non plus végétalien ou vegan. Ce choix du végétarisme que j'aimerais faire évoluer justement vers le véganisme est un choix à la fois philosophique et politique. Je ne veux plus participer à des systèmes d'élevage qui instrumentalisent violemment les animaux, que je considère comme des êtres sensibles, voire semblables à nous. Je ne veux pas non plus participer au développement de ces élevages pour des raisons environnementales. Éviter des pandémies telles que le Covid passe par un changement nécessaire de notre rapport à l'alimentation et aux animaux. La question n'est pas de dire demain tous véganes, mais comment faire pour changer à la fois individuellement et collectivement. Alors, c'est vrai que les causalités engagées par cette pandémie sont si complexes qu'on se demande comment on peut y réagir au niveau individuel. On a l'impression que les mesures sont prises par les gouvernements, par les autorités sanitaires internationales, comme le confinement, la vaccination, mais qu'à titre individuel, on ne peut que subir ces mesures et pas tellement être acteur. Alors, la réaction de changer son alimentation est une façon, effectivement, de devenir acteur de cette pandémie, puisque effectivement l'élevage industriel a joué un rôle important dans la diffusion de ces nouveaux virus. En même temps, ça n'est qu'un facteur, hein. La baisse de la consommation de viande avait déjà été une réaction à cette zoonose qui était la crise de la vache folle dans les années 90. On avait vu la consommation de viande baisser, surtout en Angleterre, où le végétarisme, justement, a commencé avant le reste de l'Europe. Ça avait baissé à peu près de 20%, et ça avait effectivement transformé l'industrie de l'alimentation et de l'élevage. On ne peut pas effectivement agir sur les chauves-souris chinoises, mais si on pense que la chaîne de contamination, c'est effectivement chauves-souris, élevage industriel ou d'animaux sauvages ou domestiques, et ensuite les moyens de transport internationaux, depuis la Chine jusqu'au reste du monde, on peut aussi vouloir réagir en localisant davantage sa consommation, en achetant moins de produits fabriqués en Chine. Donc c'est pas seulement effectivement la consommation de viande, ça peut être des produits technologiques fabriqués à bas coût dans le continent chinois, et ainsi remettre en question toute la chaîne de production qui s'est mise en place depuis une quarantaine d'années pour nous permettre de continuer à consommer des produits à bas coût. À bas coût et locaux, produits localement. Alors, les produits à bas coût reposent sur des chaînes de distribution et de délocalisation. Les produits locaux sont souvent plus chers parce qu'ils sont de meilleure qualité. Donc, c'est un équilibre qu'on doit trouver effectivement dans ses priorités budgétaires entre défendre son porte-monnaie et puis défendre la planète. C'est pas moi qui les ai rendus malades. Non mais elles sont pas malades. D'accord, il y en avait une seule de malade et c'est réglé. Non mais Pierre, t'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres, putain, je les ai sauvés. Mais non. Mais si. Non. Si. Mais tu peux pas savoir. Ils savent pas comment se transmet cette maladie-là. Ils veulent tuer tout le monde. Tu trouves ça logique, toi? Mais bien sûr que c'est logique, principe de précaution. T'as pas le choix. Et si je le dis, il se passe quoi, alors? Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre. C'était un extrait de Petit paysan, réalisé par Hubert Charuel. Dans ce film sorti en 2017, Swan Arlo incarne un paysan issu de l'agriculture traditionnelle qui voit son élevage contaminé progressivement à cause d'une maladie bovine émergente.
Ces vaches seront toutes abattues par précaution. Ce sera la mort de son métier qui le passionnait. Ma question est celle-ci. Quelle gestion du risque alimentaire dans un secteur agricole sous tension, porté par des agriculteurs abandonnés à leur sort? Oui, Petit paysan, c'est un beau film sur la crise de la vache folle. Donc, 20 ans après, on voit qu'il a fallu tout ce recul pour pouvoir traiter de ces questions sensibles, de l'attachement des éleveurs à leurs animaux et de leur réaction à ces mesures sanitaires, donc qui commandent d'abattre tout un troupeau quand il y a un animal malade, parce que la maladie a pu se diffuser silencieusement dans le reste du troupeau. Et donc on voit l'écart entre les mesures prises par les vétérinaires et puis ce que fait l'éleveur qui voudrait sauver son troupeau en cachant juste un animal qui a attrapé la maladie. Effectivement, les éleveurs ont développé des relations d'attachement avec leurs animaux, surtout dans des petits élevages plus traditionnels, et ont tout un ensemble de savoirs sur la détection des maladies. Et donc, ils comprennent mal, effectivement, ces logiques biopolitiques qui consistent à abattre tout le troupeau selon le principe de précaution. Alors, le principe de précaution, ça a été effectivement appliqué à la chaîne industrielle, par exemple pour les organismes génétiquement modifiés. Mais quand ça s'applique sur des élevages traditionnels, ça rompt toute cette économie des attachements. Et du coup, les éleveurs se sentent souvent très seuls parce qu'ils ne sont pas impliqués dans l'élaboration de ces mesures sanitaires. Frédérica, qu'est-ce qu'on peut dire que nous sommes malades de nos animaux, malades des animaux? Alors, on voit dans le film l'angoisse de l'éleveur, pas seulement parce que, comme il dit, c'est la seule chose qu'il sait faire, mais parce que il se sent affecté par cette maladie dont il voit les symptômes sur les bovins. Donc là, dans le cas de la vache folle et puis de cette maladie mystérieuse dans Petit paysan, c'était une maladie qui se transmettait effectivement aux humains. D'ailleurs, dans ce film, je crois que l'éleveur commence à avoir des symptômes un peu étranges. Donc, on est malade au sens biologique. Et puis, on est aussi malade au sens psychique parce que les conditions d'élevage font qu'il est de plus en plus difficile de produire de la viande dans des bonnes conditions, selon des techniques traditionnelles. Mais en même temps, ça révèle effectivement que l'homme n'est pas au-dessus de ces animaux et qu'il partage un monde commun avec eux. Frédéric Cake, votre ouvrage s'intitule « Les sentinelles des pandémies », des termes qui font écho au militarisme. Le 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron avait déclaré le pays en guerre contre le virus. À votre avis, quelle place donner au virus? Celle d'un ennemi ou au contraire, celle d'un signal d'alerte? Alors, les animaux sentinelles, ça fait partie des mesures de préparation aux pandémies. Donc par la détection des virus, des pathogènes chez certains animaux qu'on va surveiller plus intensément que d'autres. Donc c'est un peu comme le soldat qui est effectivement sur la première ligne de front et qui va détecter les signaux d'alerte de l'ennemi. Donc c'est toute cette rhétorique effectivement de sécurité qui consiste à ériger une barrière entre les humains, les animaux domestiques et puis tout le reste du monde sauvage qui est supposé être un réservoir de pathogènes. En même temps, la sentinelle, j'essaie de la prendre pas seulement en un sens militaire ou militariste, mais aussi en un sens peut-être plus philosophique et peut-être aussi militant d'ailleurs, qui est que les animaux ont une sensibilité et qu'on peut convertir cette sensibilité en notre faveur. On peut montrer qu'on partage des pathogènes avec eux et les animaux sentinelles d'ailleurs ne meurent pas nécessairement des pathogènes qu'ils hébergent. Au contraire, ils peuvent souvent être asymptomatiques. Donc, quand on voit les effets de ces pathogènes chez les animaux, ils peuvent nous envoyer des signaux d'alerte précoce de maladies qui vont nous affecter. Et donc, en ce sens, ça met en valeur quand même le statut des animaux comme êtres sentants et pas seulement comme marchandises. Et ça rejoint les réflexions juridiques en cours sur le statut des animaux. Frédérica, qu'est-ce que ça veut dire que cette pandémie ou ces pandémies sont des signaux d'alerte pour repenser notre usage du monde, pour repenser notre rapport au monde? Oui, effectivement, c'est pas seulement des signaux d'alerte dans une guerre contre les virus, parce qu'on se rend compte que les virus sont des morceaux d'information qui cherchent à se répliquer, des êtres presque vivants qui essayent de cohabiter avec nous. Mais c'est des signaux d'alerte d'un monde qui est en train de se transformer trop rapidement
La rapidité de ces transformations fait que l'information, en quelque sorte, des virus se diffuse de façon erratique, erronée. Et donc, toute la leçon des biologistes, c'est que cette information, quand on la capte assez tôt, eh bien, on peut lui envoyer une réponse qui est adaptée. Et ainsi rétablir les bonnes conditions. Alors, ce n'est pas exactement un équilibre, mais on peut effectivement retrouver ce statut des animaux sentants dans un monde qui, effectivement, est de plus en plus perturbé et qu'ils partagent avec nous. Derrière le terme sentinelle, on a l'idée de préparation. Comment est-ce que le citoyen lambda peut se préparer au mieux aux épidémies à venir ? Alors, la préparation, ça consiste effectivement à adopter les mesures de distanciation sociale, puisqu'on voit que ça permet de réduire quand même la prévalence d'un certain nombre de maladies respiratoires. Donc, cette pandémie a été l'occasion d'apprendre ces gestes, et pas simplement sous une forme obligatoire, mais aussi de se les approprier pour pouvoir les reproduire à bon escient. Et puis après, la préparation, ça consiste à remonter aux causes des pandémies, et effectivement à transformer notre rapport à l'alimentation, à la consommation en général. Et se préparer, c'est pas seulement détecter des signaux d'alerte, c'est aussi imaginer un monde dans lequel la catastrophe peut revenir à tout moment. Alors ça, c'est une stratégie militaire qu'on emploie dans des exercices. Et en même temps, construire un imaginaire, c'est justement intégrer toute cette information pour le mettre en relation avec ces gestes très simples que sont manger, se laver les mains, se circuler dans l'espace public. Donc voilà, la préparation n'est pas seulement quelque chose qui se décide dans les plus hautes instances de santé publique, mais c'est vraiment des petits gestes quotidiens qui connectent cet imaginaire, souvent d'ailleurs diffusé par les films, les films de science-fiction, mais aussi des films plus écologiques comme Petit Paysan. Mais c'est l'imaginaire de la catastrophe. Alors c'est un imaginaire de la catastrophe parce que les mutations de l'environnement sont effectivement catastrophiques. Mais quand on a des transformations très lentes comme le changement climatique, on a du mal à en percevoir les effets, alors que la pandémie, c'est une séquence d'actions dont on voit immédiatement les effets qu'elle a sur notre corps. Donc en ce sens, la pandémie nous apprend justement à nous préparer à d'autres catastrophes qui sont en cours et qui sont souvent plus lentes et plus invisibles. Oh, mais c'est désespérant. C'est désespérant et en même temps c'est réaliste, c'est-à-dire que ça permet de prendre en compte l'ensemble des données scientifiques sur ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette époque de mutation irréversible dans laquelle l'humanité est entrée, et de l'affronter effectivement en commun sans revenir à des récits aujourd'hui dépassés de la maîtrise de l'homme sur la nature. J'aurais une question, parce que là, on parle un peu on va dire, de préparation logistique et un peu scientifique aux futures pandémies et aux changements. Et j'aimerais vous poser une question, là, en tant plus que philosophe, comment en fait se préparer philosophiquement aux changements à venir, et comment mieux préparer justement ces changements et donner une nouvelle direction à ces changements. Alors, c'est intéressant parce que philosophiquement, on dit se préparer à la mort. C'est toute une logique stoïcienne. Et ça, c'est effectivement la thématique de l'effondrement, de la fin de l'espèce humaine. Alors que la préparation, c'est plutôt une logique d'action. C'est une logique qui consiste à se coordonner, qui consiste effectivement à changer ses habitudes. Et donc là, on est plus dans l'ordre du partage d'un imaginaire. On est plus dans quelque chose que je rapproche aussi des sociétés de chasseurs, puisque les chasseurs se préparent toujours à des mauvaises rencontres avec les animaux, parce qu'ils sont face à une nature finalement qu'ils ne contrôlent pas, dont les signes sont difficiles à interpréter. Et c'est effectivement une des hypothèses sur lesquelles beaucoup d'anthropologues travaillent, c'est que nous serions dans une révolution semblable à celle de la révolution néolithique, et il faudrait retrouver des compétences de chasseurs pour se préparer aux mutations de ce monde qui n'est plus celui du néolithique. Mais des compétences du néolithique, ça pourrait être quoi ? Ça peut être effectivement retrouver la nature comme un lieu d'incertitude, de signes, aussi de communication en fait, et pas simplement comme une ressource à exploiter de façon objective. Et remettre la mort au centre de nos vies, parce que c'est ça que vous dites, philosophiquement, c'est se préparer à la mort. Alors, la mort est invisible, la remettre dans la vie.
c'est effectivement un des enseignements des sociétés de chasseurs, c'est que la mort est toujours là, puisque elle fait partie aussi de nos relations avec la nature, puisque la nature, c'est un ensemble d'êtres vivants. Donc, si on lui impose la mort, elle peut nous l'envoyer en retour. Et donc, effectivement, oui, la mort est une donnée permanente et n'est pas seulement quelque chose qu'on repousse dans les hôpitaux. Du coup, cette confrontation à la mort et cette préparation quasi permanente à imaginer dans le futur, est-ce que c'est pas un discours anxiogène? Et si oui, comment y remédier? Alors, c'est anxiogène, mais parce que ça vient aux sources de l'angoisse qu'on éprouve en tant qu'être vivant, d'être face à un monde incertain, et c'est assez différent effectivement de la peur, au sens où la peur se donne un objet qu'elle essaye de contrôler. L'angoisse est une modalité de rapport au monde qui permet d'être plus attentif aussi à ces transformations, à ces signaux. Donc c'est pas anxiogène au sens d'une manipulation de la peur, hein. C'est plutôt d'essayer de retrouver une dimension assez fondamentale de notre rapport au monde. Je vous propose d'écouter quelques lignes du Sel de la vie de Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue disparue depuis peu. Elle était directrice d'études à l'EHESS. Elle a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, inaugurant la chaire d'études comparées des sociétés africaines. Manger un sandwich dans la rue. Marcher sur le sable chaud, mais pas trop. Caresser, être caressé. Embrasser, être embrassé. Enlacer, être enlacé. Avec amour, complicité, tendresse. Se sentir plein d'allant. Se moquer des convenances. Admirer la jeunesse. Ouvrir les yeux sur des visages amis. S'étonner d'être toujours en vie. Frédéric Keck, très joli texte, non, de Françoise Héritier. Oui, c'est un très beau texte par une grande scientifique qui sait aussi écrire de façon littéraire. Ouais. Ouais. Est-ce que la pandémie rend le monde sensible autrement? Et à votre avis, est-ce qu'on peut transformer cette pandémie en quelque chose de positif? Moi, ce qui m'a frappé dans cette pandémie, au-delà de toutes les grandes causalités dont on a discuté sur l'industrie, l'alimentation, la nature, c'est aussi qu'elle nous a fait retrouver le goût de la liberté. Puisque la liberté, on pensait que c'était un droit garanti, la liberté de circuler, la liberté de se réunir. Et on voit maintenant à quel point elle nous manque quand elle est aussi restreinte. Donc on pourrait faire une liste de tous les petits gestes de la liberté au quotidien que nous aimerions retrouver. Effectivement, se serrer la main, s'embrasser. Et donc inscrire les questions justement politique et philosophique dans la sensibilité, hein. Ça peut être une façon de s'interroger sur ce que le libéralisme ou le néolibéralisme, qui est effectivement une des causes de cette catastrophe environnementale, doit être enraciné dans ce goût de la liberté que nous avons au quotidien et que nous avons un peu perdu. Frédéric Keck, nous, en tant que jeunes, on a envie de s'engager. Alors, à votre avis, où on peut commencer justement concrètement cet engagement? Et est-ce que vous pouvez aussi nous suggérer des pistes de réflexion, d'action? Est-ce que vous connaissez des associations ou même des domaines de recherche à investir ou même des lectures? Moi, je vois beaucoup d'engagements associatifs depuis le début de la pandémie dans des jardins partagés, dans des formes de production locale comme la permaculture. Et ça rejoint effectivement des travaux qui sont menés en anthropologie de la nature, en histoire de l'environnement, sur des formes de mobilisation très locales qui inventent des nouvelles pratiques de production. Donc, il me semble qu'effectivement, on a fait beaucoup de philosophie politique, d'économie au cours de ces 20 dernières années pour décrire le monde libéral dans lequel on est. Et il faut peut-être plus d'anthropologie et d'histoire pour comprendre quelles sont les possibilités qui s'ouvrent dans le rapport à la nature avec ces pratiques non extractives, plus respectueuses de l'environnement. Voilà, ça c'est un domaine que je suggère d'investir. La permaculture. Oui, effectivement, parce que il y a beaucoup de savoirs qui sont intégrés, qui viennent de sociétés très différentes, et ça rejoint à la fois la question de l'alimentation, mais aussi la question de la production, du retour aux microbes aussi, comme ce qui est nécessaire à l'enrichissement des sols.
Donc c'est quand même des philosophies de l'environnement très différentes de celles de ces pathogènes qui révèlent plutôt les maladies de nos sociétés libérales. Donc le remède serait peut-être aussi dans les microbes, mais utilisé autrement dans le rapport à la nature. Elsa, Kendris, Amadou, c'est la fin de cette rencontre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées pour la suite, pour votre engagement à venir? Je vais peut-être éviter d'aller au McDo du coup après cet entretien. Moi, du coup, je suis aussi intéressé par cette dimension de vivre plutôt avec la nature. Est-ce que vous auriez des ouvrages, des livres ou même des chercheurs qui se penchent un peu plus sur cette question? Le livre de Philippe Descola, Part de la nature et culture, qui date de 2005 et est maintenant un classique pour justement reposer ces questions sur notre rapport à l'environnement et les différentes façons de concevoir les êtres qui nous entourent. Et puis en histoire environnementale, le livre de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L'événement anthropocène, est une façon justement de replacer les pandémies dans une histoire plus longue de l'extraction des ressources naturelles et aussi d'ailleurs de la militarisation de la réponse comme une des réponses possibles. Mais si effectivement il faut relier les causalités de l'épidémie avec des causalités plus longues comme celle du capitalisme ou de l'objectivation de la nature. Où personnellement, je suis un peu partagé entre le désir de lecture, d'apprentissage, etc., de recherche, de justement mieux connaître ce rapport à la nature et de, on va dire, participer à un changement paradigmatique, de plus placer l'homme au centre des recherches, mais de placer justement la nature comme ça pouvait l'être bien avant. Et bon, il y a ça, et d'un autre côté, il y a aussi une volonté un peu plus militante qui est beaucoup partagée par la jeunesse. Donc on a envie un peu de casser ce système-là qui a cette capacité à toujours retomber sur ses pattes, et même une pandémie mondiale n'a pas réussi en fait à changer quoi que ce soit quand on voit que justement les milliardaires qui mettent en place ce système-là se sont enrichis doublement. Donc voilà, moi c'est un peu ce sentiment-là qui me prend aux tripes, justement, d'avoir cette ambivalence entre il faut du coup changer de mentalité, changer de philosophie, de manière de voir les choses, mais qu'il faut aussi agir très concrètement parce que le temps presse, à vrai dire. Mais cette colère, on peut la comprendre parce que le désir de changer de système et de lutter contre le capitalisme dans ses effets destructeurs sur l'environnement, on a l'impression qu'il a été détourné, qu'il a été manipulé au nom de la lutte contre la pandémie. Et donc, effectivement, déclarer la guerre au virus, c'est une façon de ne pas déclarer la guerre aux bons ennemis. En même temps, on peut faire confiance à la science ou aux scientifiques qui arrivent eux-mêmes en fait à détourner ce désir de sécurité, ce besoin de protéger le système contre ces menaces extérieures, en introduisant des causalités qui en fait philosophiquement vont plutôt dans le sens du combat qui est le vôtre. Donc il me semble que la science est neutre dans cette histoire. Il y a une façon pour le capitalisme de s'immuniser contre ses propres effets en invoquant des microbes, des virus ennemis. Mais il y a aussi une façon pour l'organisme de mieux comprendre comment fonctionnent justement ses défenses par rapport à l'environnement. Et c'est une autre philosophie de l'immunité peut-être. J'aurais une question face à ça, parce que vous avez parlé justement des scientifiques, et on est aussi étudiant en médecine, donc on a cette valence scientifique, mais j'aurais cette question, comment en fait aller vers un scientisme politique? Justement, c'est ça le reproche qu'on peut faire aux scientifiques, c'est qu'on fait de la recherche, on trouve des choses, mais en fait, où est derrière la politique? C'est parce que c'est la politique qui donne en fait la direction, tout simplement. Les scientifiques sont contraints par des logiques d'investissement, donc ils ont besoin de s'équiper et donc de répondre à des besoins du système industriel. Donc, en ce sens, les maladies infectieuses émergentes ont été une bonne façon de nourrir la science pendant toutes ces années.
En même temps, on peut faire de la science à plus bas coût. Les systèmes de sentinelles dont je parle ne reposent pas sur des équipements très coûteux. Ça consiste effectivement à mettre en place une vigilance plus locale, plus quotidienne. Et ça peut s'appuyer sur des associations environnementales, sur des logiques militantes. Donc on peut jouer la science dans les deux arènes, dans l'arène effectivement internationale avec ses financements et puis dans une arène plus locale. Merci beaucoup déjà pour vos réponses et pour nous avoir ouvert la voie de la permaculture. Il y a une tendance à se positionner plutôt en tant que victime des anciennes générations et de leur mode de vie, mais du coup ça donne vraiment envie maintenant de devenir acteur à notre échelle. Oui, puis je crois que la médecine va être vraiment transformée par les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Donc, relier médecine et environnement, ce sera vraiment un des défis pour votre génération. Frédéric Keck, un mot pour clôturer cet entretien et démarrer le monde d'après. Bien, je crois effectivement qu'il faut oser savoir quelque chose, ne pas avoir peur du savoir et en même temps garder les pieds sur terre. Merci Frédéric Keck. Merci d'avoir participé à cette discussion avec Elsa, Kendris et Amadou. Et moi, je vous donne rendez-vous avec Amadou, Elsa et Kendris pour le prochain épisode du podcast Dès demain, podcast de l'ENS. Il sera consacré à l'art et l'activisme en temps de pandémie et plus généralement à la création artistique quand il y a urgence à vivre. Dès demain est un podcast proposé par l'École normale supérieure et produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Zoé Varier, accompagné de Amadou Nbaye, Elsa Touretz et Kendris Legentil.